Euh, Bonjour tout le monde. Bon, on m'a déjà présenté. Moi, je suis Ilyes, doctorant en première année. Donc, pour beaucoup de vous, c'est la première fois qu'on se rencontre, je pense. Ouais, c'est la première fois que je suis ici, deuxième pour certains. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, ça s'insère dans la dynamique générale des thématiques de recherche qu'on fait. Et moi, j'interviens plus dans la partie de liaison, bien d'appairage entre des problématiques, hein, en assumant que travail de relever des problématiques ou des contradictions a été fait en amont. Et moi, j'interviens sur la deuxième partie. Alors, sur la présentation, on va s'attaquer à trois volets. Donc, on va essayer de voir l'afflux dans des données massives, dans du big data, dans le lens de Trees, hein, ce qui fait notre unicité. On va un petit peu aborder des aspects un petit peu techniques, pas trop, je vous rassure, un peu, juste pour comprendre le contexte général et de la méthodo. Et puis, on va terminer sur un petit cas d'étude, comme ça, on a idée sur ce qui se passe. Donc, pour débuter, on va voir Trees et Big Data. Et moi, parce que Trees a été déjà présenté plusieurs fois par des gens qui la connaissent mieux que moi, je vais l'aborder d'un autre côté, c'est-à-dire les racines analytiques de Trees. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, il y avait un filtrage sur 400 000 brevets. À Tuller, on a retenu 40 000. Et puis, à travers l'analyse avec des partenaires de plusieurs domaines, il a pu dégager tout ce qui est concept de problème, de solution, de principe inventif. Donc, on peut déjà avancer l'argument que les bases de tri sont de l'analyse de données massives. Hein. Et par contre, si on essaie d'appliquer la même logique en 2023, ou même bien un petit peu avant, on voit qu'on se heurte à un problème de l'explosion de la génération des données. Les gens qui travaillent dans des départements RD le sauront, ce n'est pas la même chose comme il y avait 40 ans. On est confronté à beaucoup plus de documents, que ce soit en termes de brevets scientifiques, mais aussi d'articles scientifiques. Je parle même pas des articles web parce que là, on n'a même pas moyen de chiffrer euh, l'explosion de leur génération et aussi le fait qu'ils sont beaucoup moins filtrés, on va dire. Donc, on a le problème de volumétrie. Et si on énumère les problèmes, en plus de la volumétrie, on peut détecter aussi l'hétérogénéité des données, parce que c'est bien de se concentrer sur un type de document particulier, mais ça pose rapidement problème parce qu'on délaisse un peu la question de l'exhaustivité. Mais on va voir que chaque type de données a ses propres caractéristiques et a aussi ses propres euh, paramètres qui peuvent nous donner des informations, des éléments qu'un autre type ne peut pas nous donner. On a la problématique de la pertinence des informations, tout ce qui est bruit. Hein, quand on tape large sur des données assez volumineuses, on a toujours le problème de bruit, mais aussi le problème de temporalité. C'est-à-dire comment appréhender les données, à quel point la temporalité agit sur la pertinence ou non d'une donnée. On a le problème qui est un problème du coup avec un grand P, les liaisons interdomaines, parce que l'une des motivations de la méthode de Trees, comme a été présentée avant, c'est de partir d'un problème spécifique, problème générique, solution spécifique. Et ça impose des liaisons interdomaines, mais pour les formaliser, et ça rejoint le point de délégation de Trees, parce que c'est bien en théorie d'avoir ce concept, mais pour le faire vraiment s'appréhender une information ou une solution d'un domaine et l'appliquer sur un domaine qui est le nôtre, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a la question d'exhaustivité, c'est-à-dire à quel point euh, on couvre assez de données pour dire qu'on couvre assez, mais pas qu'on couvre trop pour ne pas augmenter le bruit. C'est comment, en fait, c'est une contradiction du coup, comment sortir de ce problème. Donc maintenant, on passe l'objectif principal qui s'inscrit dans mon travail, c'est l'objectif principal de mon travail qui consiste à comment appairer un problème d'innovation avec des solutions potentiellement pertinentes, hein, potentielles pertinentes, solutions potentielles, extraites de sources de données et hétérogènes et multidomaines. C'est-à-dire que on aborde le concept de solution, mais aussi on aborde le concept d'hétérogénéité des données et la multidominalité aussi. Bon, maintenant, on va un petit peu faire, parce que dans nos présentations, on a tendance à utiliser parfois des termes, on les lance comme ça, mais juste pour clarifier le stack sur lequel on travaille et aussi tracer un petit chemin historique
concernant la recherche de l'IA, on va faire une petite introduction qui n'est pas exhaustive du tout. Mais du coup, juste des notions sur le NLP, au fait, c'est tout simplement la branche de l'intelligence artificielle qui permet de comprendre le langage naturel, le langage humain. Et ça combine pas mal de disciplines. On a tout ce qui est linguistique, mais on a aussi modèle statistique, on a l'apprentissage automatique. Dans le deep learning, on fait partie de l'apprentissage profond. Et ça permet en gros, si on lit ça avec nos travaux, d'exécuter par exemple plusieurs tâches d'une manière automatique, telles que le Named Entity Recognition, hein, ce que fait par exemple Guillaume pour reconnaître des problèmes, des solutions partielles, c'est en partie de Named Entity Recognition, de la Information Retrieval ou bien de la fuite d'informations, c'est plus là où je suis, et aussi ce qui est plus répandu récemment, donc tout ce qui est la génération de langage naturel, et ça, c'est notre collègue Nicolas qui travaille plus là-dessus, et c'est ce que vous connaissez par exemple désormais sur des modèles comme ChatGPT et comme ça. Donc, il faut se demander aussi la question, pourquoi on a besoin d'une représentation numérique d'un texte? Bah, pour faire bref, c'est tout simplement les machines ne comprennent pas le texte tel quel qu'on le conçoit, et ils ont besoin que ça soit numérisé. Et cette représentation numérique, on l'appelle un embedding. Sur le codage, en gros, c'est une représentation vectorielle d'un texte. Et ça nous permet de faire beaucoup de choses avec des modèles, en gros. Si on a cette représentation, on peut faire des choses avec. Il ne faut pas se dire aussi que la fuite de texte n'est que apprentissage profond, bien que ça prenne une place assez importante maintenant dans notre façon de travailler. Mais il y a des méthodes, et je reviens aussi sur le premier travail qui a été mentionné par Denis de Achille, qui a en fait travaillé sur la base de méthodes basées sur la fréquence. C'est une méthode en gros qui permet de déterminer l'importance par fréquence d'un terme, et c'est toujours à la base de beaucoup de moteurs de recherche par keyword qu'on utilise toujours tous. Hein. C'est toujours basé sur cette méthodologie. Son problème, par contre, c'est l'absence de l'information sémantique. On ne prend pas en compte la sémanticité des données. Et du coup, vous avez des méthodes qui sont apparues, comme Word2Vec, c'est un algorithme en fait d'apprentissage de machine learning. Et le but, c'était d'obtenir des relations entre différents mots. Et ce qu'on a observé, ce qu'ont observé les chercheurs qui ont travaillé sur ça, c'est que à partir de ça, ils ont aussi arrivé à capturer au fait des informations sémantiques et syntaxiques. Par exemple, la liaison entre le concept man and woman, homme et femme, ou bien king and queen, ça a permis au fait de capturer des informations sémantiques et syntaxiques. C'était une très grande avancée, ça a permis au fait de développer encore plus le champ de traitement de langage. Mais il y avait toujours un problème, c'est l'absence de la contextualisation. Avant de passer, parce que autant ça, au fait, c'est l'un des travaux les plus importants dans le, le domaine de recherche du deep learning, et c'est la proposition de l'architecture des transformers. Alors, pour faire simple, au fait, la principale, j'abuse un peu parce qu'il y en a beaucoup, mais si je devrais choisir qu'une seule contribution majeure qui nous intéresse, c'est le mécanisme d'attention. Oublions la formule là pour un instant. Juste si on veut illustrer le concept, si je prends la phrase The audience is enjoying the AR day event, j'espère. Hein. Et du coup, si on veut voir le mécanisme d'attention en jeu, donc entre enjoy, c'est-à-dire avoir plaisir, on peut dire que ARD, ça a une faible attention par rapport à enjoy, tout simplement parce que qu'est-ce qui donne le plus de contexte à l'enjoyment, à le fait d'avoir plaisir? C'est plus l'événement qui est concerné. Et du coup, on peut dire qu'avec l'événement, on a une attention forte, donc ça participe plus au contexte du mot, alors que Hayat, ça participe beaucoup moins. Et c'est un principe très intéressant parce que pour la première fois, d'une manière très forte, on peut capturer au fait le mécanisme au fait de contexte. Et juste pour information, si vous regardez ici, la partie qui est marquée encodeur, c'est plus pour obtenir les représentations dont Guillaume parlait. On représente quelque chose, texte, combinaison de texte, etc. On représente. Et la partie décodeur, c'est plus la base de tous les modèles génératifs, y compris GPT. Hein. Donc, c'est divisé par deux. Ici, ça sera plus du BERT, en gros. Et ici, ça sera plus, si je veux prendre des poster boys. Et ici, ça sera plus du GPT. Donc, cette contextualisation et le modèle transformer, surtout la partie encodeur, a donné par exemple naissance à des modèles comme BERT.
Et l'idée ici, c'est juste de visualiser ce qu'on veut dire vraiment par contexte. Si on prend les deux exemples, chair de l'église, hein, maigrisement en bois, et chair à IRD, on sait tous par contexte que ça ne veut pas dire la même chose. Sauf que pour les modèles qu'on a parcourus auparavant, ils n'avaient pas cette capacité de détecter ce contexte. Alors que là, maintenant, avec le mécanisme d'attention, on peut en fait le quantifier en quelque sorte. Et si on se rappelle qu'on représente en tant que vecteur la représentation, parce qu'on a besoin d'une représentation numérique, on peut se dire que si on a deux vecteurs et qu'on veut calculer en fait l'angle entre ces deux vecteurs, et ben ça, en simplifiant, c'est la similarité sémantique, c'est la cosine similarity. En se disant, plus l'angle est petit, plus c'est similaire, plus l'angle est grand, moins c'est similaire. Et c'est ce qui nous permet, par exemple, de faire de la recherche sémantique qui prend en considération le contexte. Vous pouvez étaler ça des mots, mais aussi des phrases, hein, des paragraphes et des documents. Donc, ça permet au fait de tracer une ligne on essaie de prendre pas que ce qui est latest, hein, on le fait, mais aussi avec un recul sur ce qui était fait avant, parce qu'il ne faut pas toujours jeter les méthodes avant parce qu'elles sont anciennes. Donc, je vais partir rapidement sur les méthodologies. Il y a trois questions, c'est posé. Un, il faut choisir les ressources. Qu'est-ce qu'on va représenter en fin de compte? On part toujours de représentation, on représente quoi? On s'est dit qu'on commence par trois types de données. Deux qui sont très connus, donc brevets, articles scientifiques, mais des articles web. Et c'est là où la tâche est un petit peu plus compliquée. Les articles web issus de sites qui sont de haute confiance, qui ont du contenu très, parfois même il y a un processus de reviewing au sein de certains sites web. Pourquoi? Bah, en fait, on va voir ça plus par la suite parce que les articles web, ça nous intéresse dans l'interdominalité, c'est-à-dire que c'est plus simple de lire une information qui n'est pas de notre domaine dans un article web qui vulgarise l'information que dans un brevet où là, on se perd, parfois même si on est du domaine. On a ce processus, donc on classifie par type, on fait une analyse structurée, on essaie d'extraire des concepts qui nous permettent de représenter ces trois types de documents d'une manière unifiée, et là on obtient une représentation qui est pour l'instant comme ça. Alors je vais parcourir rapidement, mais l'idée c'est que chaque document, peu importe son type qu'on vient d'énumérer, peut être représenté comme ça. De cette manière, document qui appartient à un domaine et qui vient d'une source, qui est contribution de plusieurs auteurs, et on peut le sectionner en termes de ce que j'appelle passage, mais en gros, c'est des paragraphes qui contiennent une phrase ou plus, selon le contexte qu'on veut utiliser. Ça permet de, fragmenter l'information, mais tout en gardant le contexte du document, le contexte du domaine, le contexte granulaire qu'on veut. Et tout ce que j'ai marqué en rouge, par contre, extra metadata, c'est pour ne pas perdre les informations supplémentaires, parce que ça, c'est non restrictif. C'est-à-dire que pour une étude particulière, on peut être intéressé juste dans deux ou un type de sources de données. Ça nous donne la possibilité de les représenter tous, mais sans nous contraindre à les représenter tous. Et là, on a l'autre problème, on en avait parlé. On veut extraire l'information pertinente à moindre coût. Je parle de coût computationnel qui se translate aussi au coût monétaire et autant aussi. Donc, comme je vous ai dit, on n'élimine pas les technologies qui sont avant et peuvent encore servir parce que là, sur le début, on part de millions de documents. On commence par une extraction mots-clés. Vous connaissez tous. On essaie de déterminer avec précision des mots-clés. Là, on descend après cette extraction, on descend à des dizaines de milliers de documents. On fait un pré-processing en adaptant sur la représentation que je vous ai montré auparavant. On fait tout ce qui est information retrieval avec les méthodes state of the art, donc c'est le plus courant avec deep learning, et on fusionne les données. Et l'idée, c'est de réduire le bruit et augmenter en pertinence sur ce qu'on récupère. Mais vu d'ensemble du système ou bien du pipeline sur lequel je travaille, vous avez d'un côté un problème qui appartient à un domaine spécifique de départ, hein, qui est formulé en tant que contradiction. On le fait passer dans le pipeline, je vous ai dit, tout en prenant les données, différents types de sources de données sur lesquelles on va appliquer ce processus. Et pour l'instant,
on regarde à faire sortir tout ce qui est des données concernant l'état d'art pour s'assurer de la couverture de la problématique et de sa compréhension, mais aussi on essaie de sortir des solutions potentielles. Les solutions potentielles, alors, ça peut être dans le même domaine, et ça, c'est beaucoup plus interprétable, mais ça peut être aussi hors domaine. Et là, ça devient beaucoup plus problématique, et là, on parle d'interdominalité. Donc, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire avec un cas d'étude, on aura peut-être l'occasion de parler de cas d'études qu'on fait avec certains partenaires l'après-midi, mais maintenant, j'ai choisi un cas d'étude qui m'a paru intéressant. Donc, c'est le dépôt de glace sur les composantes d'avions. Donc, quand les avions circulent dans des conditions de climat extrême, on peut avoir des dépôts de glace sur les turbines, sur les ailes, etc. Et ça peut être potentiellement fatal dans le trajet. Ce qui est fait maintenant, à ma connaissance, je ne suis pas expert du domaine. Ça, il faut aussi tenir en compte ce que j'ai fait, c'est sans être expert dans le domaine. Il y a des méthodes thermiques qui permettent en fait de réduire ou bien de retarder la formation de la glace. Mais là, on peut déjà voir une contradiction, c'est la consommation d'énergie et le dépôt de glace. On peut réduire le dépôt de glace, mais là, on augmente la consommation d'énergie. Mais si on laisse la glace déposer plus, on va réduire la consommation, mais le dépôt de glace va augmenter. Donc, on peut formuler une requête dans le langage naturel sous forme de contradiction qui serait How to reduce ice deposition without increasing energy consumption. C'est très important parce que aussi il y a tout ce qui est énergétique là-dedans. Donc, l'extraction qu'on obtient, ça, je vous montre l'extraction telle qu'on l'a fait actuellement. Elle est exhaustive, c'est-à-dire qu'on essaie, on ramène des centaines de paragraphes, on reste sur 100. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de donner une vraie référence à ce qu'on a extrait. C'est-à-dire que vous êtes sûr que l'information extraite existe dans des documents de référence parce que la RD, on ne peut pas se fier à quelque chose qui peut ou peut ne pas être fiable. Et en même temps, ça met un lien direct avec des parties dans nos documents, pour le cas par exemple des brevets, et ça permet en fait d'isoler des informations que autrement, pour un humain de partir de millions de documents à des centaines de paragraphes, je pense que c'est très sensible pour faire de la résolution de problèmes. Je pense que c'est abordable. Et après, on va voir sur les perspectives ce qu'on peut faire aussi sur cette partie. Mais si je prends que 3 exemples de mini-extraits du coup de l'extraction que je viens de vous montrer, je vais vous montrer 3 intéressants. Donc, le R1, ça va être un article web qui parle de prendre avantage de 2 polymères, le Teflon et le PV3D3. Je vous dis, je ne suis pas expert, j'ai extrait ça. Ça me paraît sensible dans ma compréhension, mais s'il y a quelqu'un qui fait ce type de recherche, il peut me donner des remarques, c'est bienvenu. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ça nous donne une solution, ça nous donne comment ça va marcher. Donc, water droplets ideally roll off immediately. Donc, on va soit éliminer la formation, bien retarder la formation. Le deuxième, et c'est beaucoup plus compréhensible. Vous voyez, sur un article web, consommer l'information est beaucoup plus simple. Ça n'utilise pas un langage comme les brevets plus légal, ou bien pour les articles scientifiques plus pour des experts dans le domaine. Le deuxième, c'est plus un article un brevet dans le domaine, du coup. Parce que ça parle, en fait, de not actively consume energy. Donc, on a la réduction de l'énergie. On fait le delay, on retarde la formation des cycles de gel, on augmente l'efficacité de l'avion, mais aussi on fait descendre la consommation sans faire la formation. Donc, en quelque sorte, ça propose une solution qui potentiellement résout notre contradiction. Sur le troisième document, par contre, on sort légèrement du domaine parce que là, ça parle de Wind Turbine Generator Blades. Ça veut dire que c'est plus dans c'est les turbines en vent qui permettent la génération de l'énergie renouvelable. Non, on sort, pas beaucoup, mais on sort quand même. Et ça, c'est intéressant parce que
à ce stade de interdominalité, on a encore la possibilité, si on s'y connaît d'une manière plus fondamentale, de prendre ces solutions et les appliquer peut-être dans un autre domaine. Parfois, c'est aussi simple que ça, c'est que des solutions attaquées dans un sous-domaine qui est adjacent, mais on n'a pas encore vu dans notre propre domaine. Voilà. Il dit anti-icing capacity, donc il propose une composition polymérique. Même le dépôt par exemple, dirt, ça veut dire tout ce qui est grime, de la saleté, ça permet aussi de tacler. Donc, on a même trouvé une caractéristique qu'on n'était pas conscient auparavant. Donc, ça permet en fait de faire solution dans le domaine, solution hors domaine, et puis après montrer l'intérêt d'un document qui ne serait pas un document traditionnellement abordé dans ce genre de recherche. Donc, pour terminer, conclusion et perspective, j'en ai pas parce que je suis sur ma première année, donc il y en a plein. Mais la première serait au fait d'essayer d'intégrer ce qu'on fait, parce que maintenant, puisqu'on est en amélioration continue de la méthodologie, c'est encore pas dans notre petite vitrine, mais on travaille, cet instant même, sauf aujourd'hui, puisqu'on est ici, à le faire pour donner accès aux partenaires à tester, mais surtout avoir leur feedback. On fait déjà dans des closed loop avec des projets de recherche, mais on veut étaler ça parce que, comme vous avez compris de Guillaume, on a toujours besoin de plus de données. On veut faire une meilleure synthèse de résultats parce que pour autant, c'est exhaustif, mais il y a moyen de mieux présenter les résultats en termes de surtout prendre en considération la granularité de l'information, emboîter en quelque sorte. Il y a aussi le cas article web, parce que là, en termes de unification de la représentation, c'est compliqué. En termes de déterminer la pertinence, c'est compliqué. Donc, on s'attarde un petit peu plus là-dessus parce que on pense que je pense, pour ne pas appliquer les autres, je pense que ça va être l'un des éléments clés pour tacler le problème d'interdominalité. Ça veut dire prendre des solutions d'autres domaines. Je pense que ça va être très important. Et le cas de la relation entre la récence et la pertinence, parce que c'est intuitif d'assumer qu'une information plus récente serait meilleure, mais on le quantifie pas pour l'instant. À quel moment la récence de l'information influe sur sa pertinence? Parce qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'adverse. Ça, c'est plus un travail qui va être de chiffrage et de recherche. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions. Alors, on peut peut-être prendre une question pour Ilias avant de passer quelques minutes quand même pour le débat. Est-ce que parmi vous, certains auraient des questions? C'est une question, remarque sur la récence, justement. C'est une grosse hypothèse de dire qu'une information d'aujourd'hui est plus valorisante que celle d'avant. Parce qu'on se dit, si une ancienne information qui perdure, bah, celle-là, elle est béton, quoi. Donc, elle devrait être plus sûre qu'une nouvelle. Donc, il faut faire attention aux hypothèses qu'on met dans le système. Parce que si on met des poids sur la récence, c'est pas forcément réel. On fait une carte qui n'est pas conforme au territoire. En fait, moi, sur la présentation, le but était vraiment de quantifier l'importance de la pertinence, de la temporalité, pardon, la récence dans la pertinence. Parce que j'ai dit que intuitivement, les gens disent ouais, c'est plus récent, donc c'est mieux. Oui. Moi, je dis non, il faut chiffrer ça, en fait. Il faut avoir une métrique pour dire OK, à quel point, et sur certains tests, en fait, on se rend compte que la réponse est plutôt ça dépend. Il y a des informations, comme vous avez dit, des informations qui sont pérennes. C'est prouvé, c'est testé. Et récence ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Et ancienneté ne veut pas dire forcément qu'on connaît. Ça aussi, pour explorer des informations nouvelles dans le sens où c'est hors notre champ de connaissance, pas dans le sens temporel. Donc ça, il faut quantifier aussi, oui. Mais c'est vrai que fort de cette remarque, nous, quand on propose un outil après, c'est ça, c'est la force aussi des représentations UX, UI dans les logiciels. C'est un clic sur date et tu les as dans l'ordre de récence. Un clic sur un autre indicateur, tu les as dans un autre ordre. L'idée, c'est que tu puisses naviguer dans les connaissances à ton aise, que ce soit la récence ou la pertinence ou d'autres critères qu'on n'a pas encore mis en lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce que je vais vous proposer, d'abord, je pense que ça ne pose un problème à personne qu'on bascule à l'anglais.